Vous lisez bien, train-hôtel, ce n'est pas une blague, c'est une nouvelle race de train, une nouvelle façon de voyager, quelque chose que l'on aimerait se généraliser un peu partout. Pourquoi? Eh bien parce que, pour la première fois, on a marié à la fois les avantages du chemin de fer, c'est-à-dire la sécurité, le confort, le fait de pouvoir voyager la nuit en dormant, avec le confort d'un hôtel, d'un 4, et même, vous allez le voir, un 5 étoiles. Alors pourquoi sommes-nous ici? Eh bien nous sommes pour vous faire vivre, dans le cadre de ce DVD, dormir en roulant. C'est ce que nous, on avait appelé, vous vous souvenez, quand on était môme, le fameux train bleu, les voitures lits, les voitures couchettes, et puis même les trains autocouchettes. Le train qui est derrière moi, lui, c'est dans le cadre du groupement Ellipsos, une société commune entre les chemins de fer espagnols, la Renfe et la SNCF, un système pour exploiter 4 lignes. 2 au départ de Paris, l'une au départ de Zurich et l'autre au départ de Turin. C'est Paris-Madrid qui est derrière moi, le Francisco del Goya, Paris-Barcelone qui est garé à côté, qui part 1 heure plus tard. Il y a un Turin-Barcelone et un Zurich-Barcelone. Un succès commercial, comme nous allons le voir. Sur le plan commercial, bien évidemment, c'est un succès puisque, vous le dites, c'était une expérience qui avait été tentée il y a plus de 10 ans et maintenant nous sommes dans la 2e année d'Ellipsos et au jour d'aujourd'hui on transporte dans ces trains de nuit 450 000 passagers. La Renfe, les chemins de fer espagnols, viennent de commander 10 rames de nuit nouvelles, entièrement nouvelles pour proposer d'une façon différente de voyager, de traverser l'Espagne. Vous allez avoir 10 nouvelles rames qui vont faire les 10 relations les plus importantes. Vous allez avoir du Barcelone-Malaga, du Barcelone-Séville. Donc le train de nuit, je pense que la clientèle qui veut prendre le temps de voyager, de découvrir, d'avoir le plaisir de redécouvrir le voyage, va avoir un grand succès dans les années à venir. Et pourquoi pas, peut-être demain, de nous positionner au départ de Paris vers un Paris-Madrid-Séville. Pourquoi pas? C'est un petit peu les trains d'il y a une 50aine d'années qui rappellent la belle époque. Et je trouve que c'est tellement formidable de pouvoir dîner dans un train comme si on était dans un restaurant. On a l'impression d'être dans un hôtel. Alors, petite présentation juste avant que le train ne parte pour Madrid. Et nous allons l'emprunter et vous faire vivre la vie, en quelque sorte, à bord d'un train la nuit. Ce train s'appelle Talgo. Talgo, en fait, c'est un nom générique qui est l'acronyme de... En espagnol, je ne parle pas l'espagnol, mais ça veut dire train, bien sûr, articulé, léger, Giorgio-Kocha, qui est le nom de l'inventeur du système Talgo, et puis Oriol. Oriol, c'est le financier. C'est donc un succès technique, et un succès également commercial. Juste petite explication, le train est léger, est en aluminium, le train est articulé, le train est à écartement variable, on verra tout ça dans ce DVD, pour permettre de passer du d'écartement français à l'écartement espagnol qui est un petit peu plus large. Et puis à l'intérieur de cette rame, eh bien, il y a le grand confort, voiture-bar, voiture-restaurant, et puis des petites cabines individuelles. Tenez, suivez-moi. Bienvenue à bord du Francisco de Goya. Mais oui, nous allons faire le voyage Paris-Madrid pour vous faire vivre ce qu'est réellement un train de nuit avec tout le confort d'un hôtel. Alors, petite description, donc on est parti, vous voyez, la voie défile, nous avons quitté la gare d'Austerlitz. Et là, nous nous trouvons donc dans le couloir qui dessert des cabines individuelles. Et quand je vous parlais d'hôtel, on a vraiment l'impression d'être un petit couloir. On est dans un train, un petit couloir d'un hôtel. Et donc, il y a des cabines individuelles. Et donc, je vais vous faire visiter la mienne. Regardez. Si Monsieur Dan veut bien donner la peine d'entrer et nous faire découvrir le confort, d'abord, le lit, un vrai lit. Petite vue sur le paysage, la clim, bien évidemment. Et il ne peut pas y avoir de confort, même à bord d'un train, s'il n'y a pas une véritable salle de bain. Je dis bien une véritable salle de bain, vous voyez, avec une douche, le petit lavabo, les toilettes. Et ce que l'on aime particulièrement, c'est ce souci du détail. Vous avez les serviettes de bain, vous avez également le peignoir et regardez, la trousse de voyage. Donc, dans ce DVD, 2 films et 4 bonus. Premier film, j'oserais dire, c'est notre séquence rétro. C'est Vacances de neige.
Nous sommes au début des années 60, ça commence cette explosion des vacances de neige. Et pour aller à la neige, bien entendu, le seul moyen de transport de masse, c'est le chemin de fer. Et en 1962, entre le 19 décembre et le 20 CF, mise en route, d'ailleurs avec succès. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que c'est une peinture de la société. Vous allez voir les embouteillages de la gare de Lyon, les flics en pèlerine avec leurs bâtons et leurs képis, les voitures de l'époque, les Arondes, les 403. Vous allez voir les équipements, les skis, comment la SNCF avait un parc à ski, comment on faisait les réservations des places par téléphone, avec les dames du téléphone, comment on gérait avec des petites fiches le nettoyage des voitures, la gestion des locomotives et du matériel. Deuxième film, Train auto-couchette. Et oui, c'était une nouvelle formule. Les voitures de location n'étaient pas encore très développées. Nous sommes toujours au début des années 60. Eh bien, c'était une solution, somme toute, très astucieuse et que l'on peut peut-être regretter. C'est-à-dire, on dormait dans un wagon-lit, et puis derrière, accroché sur des voitures plateaux, la voiture suivait. 4 bonus. Premier bonus, voyager de nuit. Autrement dit, comment voyageait-on à bord des fameuses voitures-lits, les voitures bleues de la Compagnie internationale des wagons-lits. Deuxième bonus, comment ça marche? Et oui, comment à bord du Talgo, tout en roulant à 20 km/h, c'est-à-dire sans s'arrêter, eh bien, on change d'écartement à Hendaye. On passe de l'écartement français standard 1,435 m à l'écartement espagnol plus large 1,668 m. Troisième bonus, des idées d'avance. Vacances 2000, ce n'était pas un slogan. C'était une nouvelle façon de voyager à bord des trains de neige. Et oui, pour distraire et occuper les futurs passagers, eh bien, qu'est-ce que l'on faisait? Il y avait à bord, tenez-vous bien, la voiture dancing, la voiture bar et vous verrez, la voiture cinéma. Enfin, quatrième bonus, un homme, un métier. Eh bien, puisque nous sommes à bord du Talgo, nous allons suivre ce que je pourrais appeler l'homme aux clés d'or, le valet de nuit, ou j'oserais plutôt dire le maître d'hôtel. Allez, bon voyage. Passionnés de sports d'hiver, ou peut-être plus simplement épris de détente et d'air pur, les citadins de nos grandes villes profitent des fêtes de fin d'année pour s'évader vers les régions montagneuses. Paris, gare de Lyon, un jour de décembre 1962. L'importance des demandes de location de places laisse prévoir cette année une affluence encore jamais atteinte. En effet, pour les 5 jours les plus chargés, 232 000 places sont déjà réservées et des différents systèmes de location à la disposition de la clientèle, ceux par correspondance et par téléphone, sont les plus utilisés. L'évolution des locations, excellent baromètre des départs, permet de prévoir suffisamment à l'avance les rames supplémentaires à mettre en circulation. Tâche difficile qui oblige à faire appel à toutes les ressources. Utilisation de la totalité des voitures de réserve de la région du Sud-Est et recours à l'aide des autres régions. Les rames ainsi constituées ne subiront aucune modification durant toute la période des grands départs. Certaines de ces rames feront quotidiennement un aller-retour entre Paris et la province,
malgré le froid et la neige. À Paris Lavage, centre d'inspection et de nettoyage, les rames vides réexpédiées vers Paris seront nettoyées en cours de route entre Dijon et la capitale. Cette mesure permettra de gagner un temps précieux tout en allégeant le travail du chantier. Un coup d'œil en passant sur la consigne, transformée provisoirement en véritable forêt de ski. Tout est prêt. Nous sommes au soir du 19 décembre et le grand assaut commence. Petits et grands arrivent en rang serré en gare de Lyon, devenu pour quelques jours le lieu le plus fréquenté et le plus encombré de la capitale. Il ne faut pas omettre de souligner l'effort accompli par les gares de Paris-Austerlitz et de Paris-Est pour venir en aide à Paris-Lyon en assurant pour son compte la mise en marche de quelques trains de neige. Il convient également de mentionner le trafic propre de Paris-Est qui, dans cette même période, a assuré le départ de 215 trains vers les Vosges, la Suisse, l'Allemagne. Dans les postes d'aiguillage de la Grande Gare, chefs de circulation et aiguilleurs s'emploient à résoudre le difficile puzzle que constitue la mise en place des rames, l'évolution des machines de manœuvre, la mise en tête des locomotives, les départs. Tous les services ont contribué au succès de l'entreprise. Pour sa part, celui du matériel et de l'attraction a dû utiliser au maximum tous ses moyens. Il a fallu toute l'ingéniosité de ses techniciens pour accélérer la rotation des locomotives, car si le service des trains rapides et express peut être assuré habituellement avec 61 machines, il n'en a pas fallu moins de 120 à 130 pour chacune des nuits de grand départ. Certaines locomotives sont parvenues ainsi à parcourir plus de 6400 km pendant cette période. Et s'élançait dans la nuit à une cadence atteignant par moment un départ toutes les 3 minutes.
et le dernier train parti, il faut déjà préparer les départs du lendemain. En voiture, les voyageurs se sont depuis longtemps installés. Aux places assises, certains ont préféré le confort des couchettes pour s'endormir paisiblement, confiant dans la vigilance de tout un monde discret et attentif qui veille sur leur sécurité. Aiguilleurs, manœuvrant signaux et aiguillages, dont bon nombre sont équipés de réchauffeurs, interdisant au gel et à la neige de nuire à leur fonctionnement. Agents des services signalisation et caténaires, à pied d'œuvre toute la nuit, prêts à intervenir en cas d'incident. Régulateurs, suivant attentivement sur leur graphique la position et la marche de chaque train. La plus forte densité de circulation a été enregistrée dans la nuit du 19 au 20 décembre. On note en effet sur ce graphique 48 trains circulant de Paris à Dijon entre 19h et 1h24, dont 12 entre 21h et 22h. Au poste de commandement de Dijon, on suit attentivement la progression de la Grande Marée qui, de Paris, déferle sur la Bourgogne. À Dijon, 10 trains vont bifurquer vers le Jura et la Suisse, puis à Mâcon, 18 autres quitteront la grande artère pour se diriger vers la Savoie et l'Italie. Enfin, à Lyon, 4 trains prendront la direction de Grenoble, 2 celle de Briançon et 12 continueront vers la Méditerranée. Continuellement, des agents font des tournées pour s'assurer du bon fonctionnement des signaux qui pourraient être perturbés par les rigueurs de la température. Au petit matin, les voyageurs sont déjà en pleine montagne et n'ont plus qu'un court trajet à accomplir pour se trouver au milieu des champs de neige.
C'est le moment tant attendu pour beaucoup, celui de la griserie de la descente sur les pentes ensoleillées. Mais le temps des vacances est bien court et il faut déjà songer à regagner la capitale. Concentrés en 3 jours, les grands retours ont posé des problèmes encore plus compliqués que ceux des départs. Alors que la pointe des départs se situait le 22 décembre avec 85 trains et 65 000 voyageurs, celle des retours nécessita dans la seule journée du 3 janvier 114 trains pour 81 000 voyageurs. Ce jour-là, entre 6 h et 9 h, près de 300 voyageurs à la minute sont arrivés à la gare de Lyon. Au total, en 3 jours, près de 200 000 Parisiens ont regagné la capitale grâce à 300 trains rapides et express. Une fois encore, la SNCF a réussi à faire face à une situation particulièrement délicate. À la nostalgie qui accompagne toujours les retours de vacances, se mêle l'espoir de pouvoir, l'hiver prochain, reprendre le train pour la destination neige. Quelques heures plus tard, mon automobile était débarqué à Boulogne-sur-Mer. Certains de mes compatriotes préfèrent prendre l'avion. Ils atterrissent au Touquet.
Pour nous, pas de problème de traverser. Nous avons pris le train à Haute-Couchette à Karlsruhe. Pas de difficulté pour la montée des voitures dans le train. C'est très facile. On a calé mes roues, puis plombé ma portière, à cause des gros bagages que j'ai conservés toute la nuit. Ma voiture, à cette heure-là, était elle aussi soigneusement calée. Parti hier avant vous autres, je suis arrivé le dernier. Et, je dois l'avouer, pas en forme du tout. Mais, comment se fait l'arrivée des trains auto? Avec facilité, comme on dit pas. Mais bien sûr, pas de problème. Ça me semble être la bonne solution. Pour mon prochain voyage,
j'essaierai le train auto. Ben, pour cette fois, excusez-moi, je vais faire une petite sieste. Bonne journée. Good night. Merci, madame. Eh bien, Catherine, si nous profitions de cette belle journée pour aller jusqu'à Collioure. C'est beaucoup Utrecht. Vous avez de la chance. Nous allons nous préparer pour notre spectacle. Auf Wiedersehen. C'est. Voyager de nuit en chemin de fer est un gain de temps, mais à condition de pouvoir dormir confortablement. En voiture-lit ou en compartiment couchette, vous dormirez comme chez vous. La chambre de ces jeunes voyageuses n'est pas encore aménagée pour la nuit, mais qu'elle se rassure, tout sera fait en temps et en heure. Il en sera de même dans les compartiments touristes de la voiture-lit. La nuit commence à tomber, le plafonnier diffuse une douce lumière et déjà l'on s'organise pour le voyage nocturne. À l'annonce du dîner, les voyageurs se retrouvent dans la voiture-restaurant pour le repas du soir. Pendant ce temps-là, on transforme les compartiments en confortables chambres à coucher. Amusées et agréablement surprises, nos voyageuses apprécient le changement du décor. Ce monsieur seul, lui, a préféré le single qui lui assure une intimité totale et une tranquillité parfaite. Par contre, dans le compartiment voisin, règne une certaine animation. Éternel féminin, toujours belle, même pour dormir.
Le jour se lève, c'est l'heure du petit déjeuner. Bien reposés et parfaitement détendus, les voyageurs nocturnes vont arriver à destination et le charmant bambin se signale par un dernier exploit qui montre en lui un sens certain de la publicité. Le changement d'écartement de voie de chemin de fer, comment ça marche? Pour vous situer le problème, nous sommes en Espagne, à 25 km de la gare de Madrid, dans les établissements Talgo, qui assurent leur propre maintenance. Vous voyez d'ailleurs là une rame Talgo, ici, et puis là devant moi, les ateliers de maintenance où nous allons aller. Donc tout le problème, c'est le suivant. Regardez bien, vous avez là sous les yeux 2 écartements de voies de chemin de fer. Le premier là, 1,435 m, c'est l'écartement standard international que l'on a en France, dont on a hérité, puisque le chemin de fer est né en Angleterre. Et puis vous avez là, plus loin, l'écartement espagnol, plus grand, 1,668 m. Autrement dit, regardez bien, il y a 23 cm de plus côté espagnol que du côté français. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, si vous voulez, historiquement, alors que le chemin de fer était chargé de faire l'unité de pays, il a permis l'unification de nations comme les États-Unis, puis de l'autre côté du bloc de l'Est, c'est-à-dire la Russie qui est devenue l'Union soviétique, eh bien, pour se protéger en Europe, pour éviter l'invasion par le transport de masse qui était à l'époque le chemin de fer au début du siècle, eh bien on a fait des écartements différents. L'Espagne s'est protégée d'une invasion française en prenant un écartement plus grand, et de même l'Union soviétique, la Russie, s'est protégée d'une invasion allemande en prenant un écartement plus grand. Voilà donc l'origine politique. Seulement voilà, aujourd'hui, pour faciliter les échanges, ça complique considérablement le problème. Il a fallu donc imaginer un système de changement d'essieux. La première des solutions, vous l'imaginez bien, c'est ce qui s'est fait en Espagne et à la frontière polonaise. On soulève les voitures et on change les bogies. Compliqué, beaucoup de maintenance, et ça freine considérablement les échanges. Et surtout, c'est un facteur de surcoût. D'où l'idée géniale, vous allez le voir, de Talgo, de faire un système automatique, simple, c'est de la pure mécanique. Suivez-moi bien, ça se passe dans l'atelier. Donc, toute la particularité des rames Talgo, comme son nom l'indique, ce sont des rames légères, à roues indépendantes et articulées pour pouvoir prendre les courbes. Et ici, avec Enrique, on vous a fait un petit montage didactique pour voir comment ça marche. Alors, on situe bien les choses. Voilà. Ça, ce n'est pas un bogie. Il n'y a pas le bogie, c'est-à-dire 2 essieux, un là et un là, comme sur les voitures classiques. C'est le bogie qui tourne dans les courbes. Il s'agit simplement d'essieux. En fait, d'un faux essieu. Petite explication. Vous reconnaissez là les 2 roues. Mais entre les 2 roues, il n'y a pas l'axe solidement fixé. Autrement dit, ces roues sont indépendantes, peuvent tourner librement l'une par rapport à l'autre. Et tout le problème, c'est donc de reporter la charge sur j'appellerais ce faux essieu. Donc il y a cette pièce avec 2 cols de cygne, vous voyez, et toute la charge de la voiture qui repose ici est transmise aux roues par l'intermédiaire de 2 roulements. Un roulement là, un roulement là, un roulement là, un roulement là. Maintenant, comment va-t-on faire varier l'écartement? Regardez, là, je suis large, il faut que je revienne en France, c'est-à-dire que je les rapproche. Vous voyez qu'on a laissé la place. Ces fameux 23 cm, vous les retrouvez là. On va déplacer cette roue-là de 12 cm d'un côté et celle-là de 12 cm de l'autre. Donc tout le problème, c'est de savoir comment faire ceci avec un système entièrement automatique, entièrement mécanique. Et en quelque sorte, vous allez le voir, c'est la rame elle-même qui va procéder à son changement d'écartement. C'est ça qui est, je dirais, l'astuce de Talgo.
Alors, pour qu'on comprenne bien les choses, on vous a fait avec Enrique un petit montage pédagogique. Donc, la première chose, si je veux déplacer une roue, vous imaginez bien, dès qu'il y a la charge, je ne peux pas. Il y a 17 tonnes par essieu, autrement dit, il y a 8 tonnes par roue. Donc, on va commencer par délester. Comment? C'est astucieux. Quand la rame va s'avancer, regardez bien, le faux châssis va se présenter sur une glissière qui va monter. Et en quelque sorte, elle va venir reposer sur la glissière, ça va venir faire décoller la roue du rail d'1 centimètre, et ça suffit. Les roues sont libres, indépendantes. Pour que vous compreniez bien les choses, regardez, on vous a mis le système, je voudrais dire, allez, les pattes en l'air. Allez, vous allez reconnaître, là, il y a la voiture, vous reconnaissez les 2 roues, vous reconnaissez ici, vous voyez, les 2 cols de cygne de ce que j'appelle le faux châssis. Donc, maintenant, regardez bien, sur ces glissières, on a appuyé, on a délesté les roues, vous voyez, ça vient frotter. Vous verrez ça tout à l'heure en fonctionnement. Donc mes roues sont indépendantes, mais je ne peux pas encore les bouger. Il y a un mécanisme de sécurité, je voudrais dire, il y a un verrou, il y a une goupille. Et toute l'astuce, vous voyez, c'est cette pièce. C'est cette pièce qui est ici en position au départ enfoncée. Elle est enfoncée là, vous la voyez, là, elle est enfoncée et elle évite au roulement de se déplacer. Lorsque je veux déplacer les roues, une fois que j'ai délesté, eh bien, je relève ce verrou. À ce moment-là, je peux bouger l'essieu. Regardez, là, je suis en France et Enrique va le déclencher. Et je passe en Espagne. Et après, je fais redescendre ma clavette qui vient, en quelque sorte, bloquer la boîte. Elle ne peut plus bouger. Ce qui se fait d'un côté se fait également de l'autre. Alors regardez bien le fonctionnement. Je suis en Espagne, je veux rentrer en France, je déverrouille, je rapproche les essieux, je fais redescendre les clavettes. L'inverse, je suis en France, 1,435 m, je vais passer en Espagne, je déverrouille les clavettes. Et comment les roues s'écartent-elles? Eh bien, lorsqu'elles sont libres, déverrouillées, eh bien, elles viennent frotter ici, on voit d'ailleurs les traces, on les verra tout à l'heure, contre une espèce de glissière. Donc, vous voyez, le tout est simple. Donc, reste un dernier point. Comment verrouiller, déverrouiller la clavette? Pas de vérin hydraulique, pas d'électroaimant, toujours de la mécanique. Regardez bien l'astuce. Vous le voyez? À nouveau, la rame va rentrer dans une glissière. Vous voyez la forme, ici en T. Et c'est ça qui va tirer vers le haut le verrou ou qui va le rabaisser. À vous, Enrique, je voudrais dire, il fallait y penser. Eh oui, il fallait y penser. C'est un système très ingénieux. C'est un système qui est monté sur les rames Talgo qui vont en France. Le passage sur l'échangeur dure 5-10 minutes et c'est un système qui n'a jamais tombé en panne. C'est un système qui fonctionne depuis 1968. Maintenant, on va retourner à l'extérieur, voir fonctionner réellement le système étape après étape, parce qu'il y a en quelque sorte une espèce de banc d'essai pour tester le matériel, la rame Talgo, bien entendu, avant de la mettre en service. On est là à nouveau à l'extérieur, ce que j'appellerais le banc d'essai. Vous voyez, grandeur nature, c'est ce qui se passe réellement à la frontière entre la France et l'Espagne. Donc là, vous voyez, la rame Talgo, là elle est poussée par un locotracteur, et vous avez là tout le système qui est entièrement statique, c'est ça qui est génial. Vous voyez, regardez, ça, cette glissière monte. Le bogie, là, l'essieu vient appuyer dessus, ça le soulève. À partir de là, la roue est libre. Le verrou, regardez, le verrou vient s'enclencher dans ce rail. Regardez, le rail descend, il tire le verrou vers le bas. Voilà, là je suis au minimum. L'essieu est libre. Et à ce moment-là, eh bien, ce rail de guidage, là, ce contrefort en quelque sorte, va me repousser ma roue. Là, je passe de l'Espagne en France. Je suis toujours déverrouillé. Regardez, regardez, on continue. Je suis déverrouillé. Attention. Là, ça y est. Le verrou, vous voyez, regardez, il remonte. Il va me bloquer ma boîte d'essieu. Elle ne peut plus bouger. Le train continue d'avancer. Et à partir de là, regardez, à ce moment-là, ce rail-là va descendre. Et il est lubrifié par de l'eau. Vous voyez, c'est lubrifié par de l'eau. Et à nouveau, la roue repose sur le rail. Ça y est.
Génial, hein? Ça y est, vous avez tout compris? Enfin, presque. Ça, c'est ce que nous avons vécu, nous, en tant que passagers, à bord du Francisco de Goya. Il était 2h30 du matin, nous sommes arrivés en gare de Hendaye. Là, on a décroché la machine française, qui d'ailleurs est repartie rechercher une rame Talbot pour la remonter sur Paris. En queue, un locotracteur français est venu pousser notre rame en direction de l'échangeur. On est donc arrivé sur l'échangeur. Dan, notre caméraman, a eu ce privilège et la gentillesse de Talgo de nous permettre de filmer à l'avant, ce qui n'est pas toujours permis. On arrive, vous voyez, sur l'échangeur. Il y a simplement 2 personnes qui sont là pour assister, pour voir si tout se déroule bien, mais n'interviennent pas. Vous voyez nettement la lubrification du plan de glissement avec de l'eau. En quelque sorte, la rame va surfer littéralement sur une pellicule d'eau. Et puis, insensiblement, à raison d'entre 5 et 10 km par heure, le changement d'essieu se fait, d'écartement, sans que nous nous rendions compte. Nous étions à l'avant, mais dites-vous bien qu'à l'arrière, il y avait 350 personnes qui dormaient et qui se sont aperçues de rien. On s'est approché de la locomotive espagnole qui nous attendait, attelage, et c'est la locomotive espagnole qui a tiré la rame sur le chantier de l'échangeur. Et une fois que le fourgon de queue a quitté l'échangeur, direction Madrid. Allez, salut, bon voyage. Aller à la neige sans risque, pourquoi pas? Le spécial 2000 vous le permet. Tout y est conçu, en effet, pour que le voyage vers les sports d'hiver ne soit pas seulement sans problème, mais constitue les toutes premières heures de détente. Avec Vacances 2000, l'évasion commence dès le quai de la gare du Nord, choisi pour son calme et sa facilité d'accès. Les hôtesses sont là pour vous accueillir et vous accompagner tout le long du voyage. Sans souci, vous partez en musique, de Mozart aux Beatles, vers la station de votre choix. Des draps et des rideaux habillent chaque couchette. Pour ne pas gêner les dormeurs, les noctambules se retrouvent au bar ou dans un décor de pub écossais. Ils peuvent boire un verre, rester entre amis. Se procurer à la boutique Shop 2000 ce qu'ils n'ont pu acheter avant le départ. Exclusivité mondiale, le cinéma du train spécial 2000 reçoit gratuitement chaque soir plus de 150 spectateurs au cours de 2 programmes distincts. Le temps d'une soirée bien remplie, vous approchez sans presque vous en apercevoir du but de votre voyage, la neige. Celle d'M2000 par exemple. Un télémétro des neiges relie jour et nuit la station de la Plagne à M2000. Cette attestation futuriste ancrée tel un paquebot au milieu des pistes. Vous chaussez vos skis dès le seuil de l'hôtel, 10 téléskis, 2 télécabines, 4 télésièges, tout un éventail de pistes pour champions et novices, grands et petits. À la réception, l'hôtesse vous remet un forfait illimité de remontée mécanique, une carte d'hôte, véritable carte de crédit et la clé de votre studio.
Restaurant d'altitude, hôtel de grand standing, station indépendante, M2000 et tout cela. Mais M2000 n'est qu'une des 28 stations de Vacances 2000 que ce train pas comme les autres vous permet d'atteindre et de quitter dans la sécurité, la rapidité et le super confort. Au retour, à l'approche de Paris, votre petit déjeuner avant de retrouver le bureau. Ma fonction, c'est accompagnateur des trains hôtels à Madrid-Paris. Et ça fait environ 30 ans que je fais ce travail. J'accueille les voyageurs, je prends les billets, je prends les passeports et je montre tout le compartiment où il y a la douche, le compartiment des WC, les lits et tout. À l'arrivée à Hendaye, il y a la police des frontières qui monte et qui vérifie les passeports. Et j'ai mon collègue, le contrôleur espagnol, qui monte à Hendaye et qui vérifie aussi les billets. Quand les voyageurs sont wagon-restaurant, j'ouvre les compartiments parce que j'ai une clé pour ouvrir les compartiments. J'ouvre les compartiments, je leur prépare leur lit. Je prépare les coussins pour que le voyageur soit vraiment très confortable. Et je lui mets le petit détail du voyage. Un peu de chocolat. Après, je regarde, tout est d'accord. Très bien. Je vais dans le compartiment où il y a le WC et la douche. Je vérifie qu'il ne manque rien, surtout. Tout est d'accord, tout est impeccable. C'est bon. Aucun problème. Très bien. S'il y a un voyageur qui a besoin de quelque chose, je suis là. C'est ça mon travail pendant la nuit, quoi. ¿Cenamos ya o qué? Sí, cenamos. Estoy mirando. ¿Falta algún compañero o algo, no? ¿Está todo correcto? Es muy interesante. Uy, madre mía, por favor. Siéntate ahí si quieres. Falta todo. Está todo bien. Dès minuit et demi, on va dîner. Les voyageurs se reposent dans les compartiments et de minuit et demi à 2 h du matin, qu'on arrive à Hendaye, on va dîner. Je suis parti c'est-à-dire parce qu'il faut voir cette pause pour se reposer un peu. Parce que c'est un voyage vraiment très long. Je suis parti hier de Madrid. Je suis arrivé ce matin à 8h30. Après, on était de 8h30 à 6h à l'hôtel et on remonte sur Madrid.
On est dans Hendaye, on attend la police française. Normalement, elle peut monter ou pas monter. Hein. C'est épuisant, oui, mais j'aime mon travail. J'ai toujours voulu voyager depuis que je suis très petit et ça me plaît. C'est un travail qui me plaît beaucoup. On connaît des gens, on connaît surtout toutes les personnes de tous les continents et je suis très bien avec mon travail. C'est fini mon travail, on est arrivé à Madrid. Maintenant je vérifie tous les wagons. Je vais au bureau remettre tous les papiers d'aller-retour, ce qu'on a fait. Et c'est fini. Et je me repose 48 heures et après je repars sur une autre route, sur la Corogne.